Bienvenue à la 24e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 24e leçon est intitulée « Rotation vectorielle ». Alors tout d'abord, le sommaire. Premier paragraphe, isométrie vectorielle. Dans ce paragraphe, on donnera la définition d'une isométrie vectorielle et les propriétés qui en découlent. Puis on définira qu'est-ce que c'est une rotation vectorielle avec les propriétés et les caractérisations. Ce paragraphe est l'ossature de cette leçon. Et puis, en dernier paragraphe, on donnera la définition de l'angle de vecteur et bien sûr de l'angle de rotation. Remarquez que toute cette leçon, elle se déroule dans l'espace vectoriel euclidien R2. Autrement dit, on ne se situe pas dans un espace de dimension 3, ni dans un espace affine, on se situe dans un espace vectoriel euclidien, c'est le plan euclidien R2. Donc, on va utiliser tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le plan euclidien R2, c'est-à-dire l'existence d'un produit scalaire, l'existence d'une base orthonormée, l'orthogonalité, le fait qu'il existe une base orthonormée et tout ça. Donc, bien sûr, on va utiliser aussi toutes les techniques qu'on a fait sur l'algèbre linéaire. On va utiliser le concept de matrice d'une application linéaire par rapport à un choix de base. On va utiliser aussi le fait qu'on peut choisir, qu'on peut effectuer un changement de base et les relations qui existent entre la matrice par rapport à un choix de base différent, etc. Donc, c'est un chapitre qui a trait uniquement à l'algèbre linéaire, c'est-à-dire ne fait pas utiliser les concepts de géométrie. C'est-à-dire, on est là en algèbre linéaire, c'est-à-dire on ne fait utiliser que la structure de l'espace vectoriel euclidien R2. Alors, isométrie vectorielle. Alors, tout d'abord, on se place, comme j'ai dit, dans l'espace vectoriel V, qui est R2, qui est muni du produit scalaire usuel. Alors, je vous rappelle que le produit scalaire usuel est défini de la manière suivante. Si vous avez x1, x2, y1, y2, ce produit scalaire, c'est égal à x1, y1 plus x2, y2. Remarquez que la base canonique est J, qui est la base canonique, est une base qui est orthonormée. Mais ce n'est pas la seule base orthonormée qui existe. Il existe d'autres bases orthonormées dans R2. Mais c'est la base orthonormée par excellence pour le produit scalaire usuel. Bien. Alors, la définition, c'est que soit f une application linéaire de R2 dans R2, ce que je note comme ça, f appartient à L de R2. Autrement dit, un endomorphisme de R2. Vous savez qu'un endomorphisme dans l'espace vectoriel, c'est une application linéaire de cet espace dans lui-même. C'est ça un endomorphisme. Alors, soit f appartenant à L de R2, c'est-à-dire une application linéaire de R2 dans R2, alors on dira que f est une isométrie vectorielle si elle conserve le produit scalaire. Autrement dit que f de u scalaire f de v, c'est la même chose que u scalaire v. Vous voyez ici que cette égalité-là, c'est ce qu'on appelle que f conserve le produit scalaire. Autrement dit que le produit scalaire de u et v ne change pas quand on remplace u par f de u et v par f de v. C'est ça ce qu'on appelle f conserve le produit scalaire. Alors, une proposition, c'est que si f est une application linéaire de R2 dans R2, autrement dit un endomorphisme de R2, alors f est une isométrie vectorielle si seulement si f conserve la norme, c'est-à-dire la norme de f de u, c'est aussi la norme de u. Donc, vous voyez bien ici que ce concept de norme, de conserver la norme, est équivalent au concept de conserver le produit scalaire. Donc, vous voyez bien ici qu'il y a équivalence, alors on va le montrer. Alors, preuve, on calcule f de u plus v, f de u plus v qui est égal, alors c'est f de u plus f de v plus 2 fois f de u, f de v. Alors, comment ça se présente? Alors, supposons que f, un endomorphisme de R2. Et supposons que f conserve le produit scalaire. Donc, on a f de u, f de v égale uv, quel que soit u et v dans
R2. Alors, comme conséquence, c'est que la norme de f de u, c'est égal, par définition, à la racine carrée de f de u scalaire f de u. Donc, puisque f conserve le produit scalaire, donc on va écrire racine carrée de u scalaire u. Hein? C'est ça, exactement, c'est la norme de u. Donc finalement, j'ai montré que si f conserve le produit scalaire, il conserve la norme. La réciproque maintenant. La réciproque, supposons que, quel que soit u dans R2, f de u en norme est égal à norme de u. Et montrons que f conserve le produit scalaire, c'est-à-dire montrons que f de u v, f de u virgule f de v, comme ça, en produit scalaire, est égal au produit scalaire uv. Donc il s'agit de montrer cette égalité-là, que le produit scalaire f de u, f de v est égal à u scalaire v. Alors comment on fait? Pour cela, on calcule, comme je l'ai dit dans la preuve, f de u plus v, virgule, f de u plus v. Alors ceci, c'est égal à f de u plus f de v, f de u plus f de v. Là, j'applique la linéarité de l'application f, hein, égale. Alors, j'applique les propriétés du produit scalaire qui sont la linéarité par rapport à chaque variable. Donc, je peux dire que c'est f de u plus f de v, là c'était f de u, puis f de v, produit scalaire, plus f de u, f de v, plus encore f de v, f de u, mais comme f de u, f de v est la même chose que f de v, f de u, donc j'aurai finalement 2 fois f de u, f de v. Donc finalement, puisque ça, c'est en fait quoi? F de u plus v, scalaire f de u plus v, c'est exactement, c'est la norme de f de u plus v au carré, égale, ça c'est la norme de f de u, norme de f de u, norme de f de u plus v au carré, égale, f de u, c'est norme de f de u au carré, plus f de v, c'est norme de f de v au carré, plus 2 fois f de u, f de v. Mais ceci, c'est quoi? C'est u plus v au carré, égale u en norme au carré, plus v en norme au carré, plus 2 fois f de u, f de v. Alors, je continue. Norme de u plus v au carré, c'est quoi? C'est u plus v scalaire u plus v, comme ça, égale u scalaire u, comme ça, plus v scalaire v, plus 2 fois f de u, f de v. Donc, ceci va donner naissance à quoi? À u scalaire u, plus v scalaire v, plus 2 fois u scalaire v, égale, égale à u scalaire u, plus ça, c'est-à-dire plus v scalaire v, plus ça, c'est-à-dire 2 fois f de u scalaire f de v. Donc finalement, en simplifiant, ceci avec ceci, ceci avec ceci, et en simplifiant par 2, on a uv égale à f u, f de v, et ceci, quel que soit u et quel que soit v. Donc vous remarquez ici que f va conserver le produit scalaire. Donc finalement, il y a équivalence entre f conserve
la norme où f conserve le produit scalaire. Donc, la preuve, comme je l'ai dit ici, il suffit de partir de cette égalité-là, la calculer et utiliser que la norme de f de u, c'est la norme de u. Bon. Bien. Alors, une propriété des isométries, tout d'abord, première propriété, c'est qu'une isométrie est toujours bijective. Alors, pourquoi une isométrie est toujours bijective? Vous savez qu'une isométrie, c'est déjà une application linéaire, c'est un endomorphisme. Et vous savez qu'un endomorphisme est bijectif si seulement si il est injectif. Et qu'il est injectif si seulement si son noyau est réduit à 0. Or, si U appartient au noyau d'une isométrie vectorielle, alors f de U égale à 0. Mais là, ça implique que la norme de f de U, c'est égal à 0, c'est-à-dire que la norme de U, puisque f conserve la norme, que norme de U égale à 0. Or, norme de U égale à 0, ça donne automatiquement que U égale à 0. Donc finalement, le noyau de f est réduit à 0. Et là, j'utilise un résultat qu'on a déjà fait, c'est que si un endomorphisme, une application linéaire est injective, c'est seulement si son noyau est réduit à 0. Donc l'endomorphisme étant injectif, c'est aussi une bijection. Donc une isométrie est toujours bijective. Autre chose, c'est que f appartenant à LR2, c'est-à-dire une application linéaire de R2 dans R2, est une isométrie si seulement si f transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Et là, c'est facile de vérifier la chose. Hein. Tout d'abord, si f est une isométrie. Donc, si je prends par exemple E1, E2, une base orthonormée. Alors, tout d'abord, puisque f est une isométrie, donc c'est une bijection, donc vous savez qu'une bijection, une application linéaire bijective, transforme une base en une base. Donc f de E1, f de E2 sera une base. Hein? Parce qu'une application linéaire bijective transforme une base en une base. Pourquoi il est orthonormé? Tout d'abord, f de E1 scalaire f de E2. Alors, c'est E1 scalaire E2. Pourquoi? Parce que f conserve le produit scalaire. Et ça, c'est 0. Donc, finalement, f de E1 est orthogonal à f de E2. De même, norme de f de E1, c'est égal à norme de E1. Donc, c'est égal à 1 parce que E1 est normé. Donc, finalement, la base f de E1, f de E2, tous ces termes sont de norme 1. Donc, f de E1 égale à 1. f de E2 égale à 1, et f de E1 est orthogonal à f de E2, donc finalement, f de E1, f de E2 est une base orthonormée. Donc f de E1 est une base orthonormée, une base de R2 bien sûr. Alors, donc, pour qu'une application linéaire soit une isométrie, une application linéaire de R2 dans R2, bien sûr, hein, une isométrie, c'est un endomorphisme de R2. Pour que ce soit ainsi, pour que ce soit une isométrie, il suffit qu'il transforme une base orthonormée en une base orthonormée. Et dans ce cas-là, il va transformer toute base orthonormée en une base orthonormée. Mais il suffit qu'il en transforme une pour qu'elle en transforme toutes les autres. Alors, autre chose, c'est la matrice d'une isométrie vectorielle. Alors, une isométrie, ou encore on dit isométrie vectorielle, il est aussi représenté par rapport à une base orthonormée d'une manière, par une matrice qui est très simple. Comment? Alors, soit f appartenant à L de R2, une isométrie. Et prenons B égale à IJ, la base orthonormée. Bon, on peut toujours prendre ici dans R2, considérer le produit scalaire usuel. Donc ici, c'est la base canonique qui est orthonormée. Bon, mais on peut prendre n'importe quelle base orthonormée pour ce produit scalaire. Ça marche bien. Hein. Ici, le choix de la base orthonormée, quand je dis soit B égale à IJ, une base orthonormée, je ne précise pas si c'est la base canonique ou pas. Ça veut dire que n'importe quelle base orthonormée pour le produit scalaire usuel va faire l'affaire. Alors, je dis que la matrice de f par rapport à la base B, elle sera de la forme A, B, C, D. Hein. La matrice de f par rapport à la base B sera de la forme A, B, C, D. Alors, le déterminant de A étant non nul, parce que f est une bijection, donc ça veut dire que les vecteurs A, B et C, D ne sont pas nuls. Hein. Alors, A égale matrice de f par rapport à la base B, c'est une certaine matrice A, B, C, D. Hein. Alors, cette matrice-là, il a un déterminant non nul. Donc, nécessairement, les vecteurs, les couples A, B, c'est non nul. Et
le couple c'est D est non nul. Hein, parce que sinon, la matrice A aura une colonne nulle au moins, donc elle ne peut pas avoir un déterminant non nul. Donc, une fois on a ceci, on exprime le fait que f de EI et f de EJ est une base orthonormée. Or, f de EI et f de EJ, c'est quoi? F de EI, c'est AI plus BJ. Et f de J, c'est CI plus DJ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f de EI et f de J, base orthonormée? Ben, ici, le signe A carré plus B carré, ça veut dire que f de I en norme, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à A carré plus B carré. Et l'autre, ça veut dire aussi que la norme de f de J égale à C carré plus D carré, qui est aussi égal à 1. Et aussi, l'autre condition, c'est que f de I scalaire f de J, que ceci est égal à 0. Mais ça, ce n'est autre que quoi? Que A, c'est égal à A, B, scalaire, C, D, qui est égal à A, C plus B, D. Donc vous remarquez là que j'ai les trois conditions. Alors ces trois conditions, avec, bien sûr, au moins AB non nul et CD non nul. Donc je peux supposer par exemple que A est non nul. Or, si je suppose que A est non nul, ça veut dire que le D, il va être écrit sous la forme lambda fois A avec lambda réel. Donc je remplace D ici. Donc j'aurai lambda carré A carré. Donc je peux mettre ici le D ici, je le remplace. Donc j'aurai lambda carré facteur de A carré plus B carré. Mais là, B carré, A carré plus B carré, ça fait 1. Et donc, j'aurai lambda carré égale à 1. Et aussi, si je mets A en facteur, A facteur de C plus B lambda, parce que j'ai remplacé D par lambda A. Donc, finalement, je vais avoir lambda carré égale à 1, parce que A carré plus B carré est égal à 1. D égale lambda A et C égale moins lambda B. Ce qui donne, si le déterminant, c'est-à-dire si lambda, parce que lambda carré égale à 1, va donner, alors lambda carré égale à 1, la condition lambda carré égale à 1, et puis l'autre condition D égale lambda A, et puis l'autre condition C égale moins lambda B. Alors, voilà, le système, on arrive à ce système-là. Lambda carré égale à 1, D égale lambda A, C égale moins lambda B. Alors, si lambda égale à 1, ça fait D égale à A et C égale moins B. Si lambda égale à moins 1, j'aurai D égale à moins A et C égale B. Donc finalement, j'ai deux cas de figure. Lambda égale à 1, pour lambda égale à 1, on a D égale à A et C égale à moins B. Et pour l'autre, c'est D égale moins A et C égale à B. Alors, vous remarquez aussi que dans ce cas-là, je vais avoir la matrice, le premier cas où lambda égale à 1, ça sera la matrice AB moins BA, c'est-à-dire A égale A, B moins BA. Et le déterminant ici, c'est A carré plus B carré, ça va être égal à 1. L'autre cas, pour lambda égale à moins 1, j'aurai A, B, B moins A, donc le déterminant sera, ici le déterminant sera 1, et là le déterminant sera moins A carré, moins B carré, c'est-à-dire moins 1. Parce qu'il ne faut pas oublier, on a toujours cette égalité-là qui est A carré plus B carré égale à 1. Donc vous voyez que la matrice pour récapituler, la matrice d'une isométrie vectorielle par rapport à une base canonique, il est ou bien de la forme A égale AB moins BA et du déterminant égal à 1, ou bien de la forme AB, B moins A avec un déterminant égal à moins 1. Donc finalement, la matrice d'une isométrie par rapport à une base orthonormée, il est très simple, il est tout le temps de la forme A, B moins BA.
et aussi, ou avec un déterminant 1, ou l'autre cas, c'est A, B, B-1 avec un déterminant -1. Bien. Alors, une propriété, c'est que le déterminant de toute isométrie vectorielle est égal à 1 ou à -1. Justement parce qu'on vient de le voir ici, la matrice, il est ou bien de cette forme-là et de déterminant 1, ou bien de cette forme et de déterminant -1. Donc on peut d'ores et déjà citer la propriété suivante qui dit que le déterminant de toute isométrie vectorielle est égal à +1 ou à -1. Est égal ou bien à 1 ou bien à -1. Bien. Alors, maintenant, on va attaquer un autre paragraphe qui s'appelle rotation vectorielle. Et la rotation vectorielle, c'est un cas particulier d'isométrie vectorielle. Vous avez bien vu qu'une rotation vectorielle, une isométrie vectorielle, elle était définie par rapport à une base orthonormée par deux formes de matrices, suivant que cette matrice a un déterminant d'ordre 1, un déterminant égal à 1 ou un déterminant égal à -1. Alors, ce qui nous pousse à poser la définition suivante. Une isométrie vectorielle dite positive, si son déterminant est égal à +1. Négative, si son déterminant est égal à -1. Donc, de deux choses l'une, ou bien il est positif. Et dans ce cas-là, le déterminant est égal à +1, ou alors négatif, dans le cas où le déterminant est égal à -1. Donc, il n'y a que deux choix finalement pour une isométrie vectorielle. Alors, une isométrie vectorielle, c'est une isométrie une isométrie positive et de déterminant 1 et il est dit négatif si son déterminant est égal à -1. Alors, une autre définition, c'est qu'une isométrie positive est appelée rotation vectorielle. Donc une rotation vectorielle, en fait, c'est quoi? C'est une isométrie qui a un déterminant égal à 1. Voilà. Autrement dit, qui est le déterminant de sa matrice par rapport à une base orthonormée quelconque est égal à 1. Donc pour avoir une isométrie, il suffit de calculer sa matrice par rapport à une base orthonormée. Et si cette isométrie a un déterminant égal à +1, donc c'est une rotation vectorielle. Donc la matrice d'une rotation vectorielle par rapport à une base orthonormée est de la forme AB moins BA avec déterminant de A égale A carré plus B carré égale à 1. Ben voilà. Hein? C'est ça une isométrie, c'est ça une rotation vectorielle. Il a une matrice de la forme AB moins BA avec A carré plus B carré égale à 1, c'est-à-dire un déterminant positif, égal à +1. Alors l'ensemble des isométries vectorielles de V égale à R2 est noté O2 de R. Alors O2 de R, c'est quoi O2 de R? C'est O2 de R, c'est l'ensemble des F qui appartiennent à L de R2, tel que F isométrie. Alors, isométrie, ça signifie quoi? Ça signifie que F conserve le produit scalaire. Hein? Je rappelle bien. Ça veut dire que F conserve le produit scalaire. Alors, cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle le groupe orthogonal de R2. Donc, le groupe orthogonal de R2, c'est quoi? C'est l'ensemble des isométries de R2. Autrement dit, c'est l'ensemble des applications linéaires de R2 dans R2 qui conservent le produit scalaire. Alors, vous remarquez que cet ensemble-là, il y a beaucoup, on peut y mettre une bonne structure, à savoir, c'est que si vous avez F et G, deux éléments de cet ensemble. Donc, F, ça sera une application linéaire de R2 vers R2, et puis G, ça sera une application linéaire de R2 vers R2. Donc, je peux considérer l'application linéaire G rang F qui ira de R2 vers R2. Alors, vous remarquez aussi que G rang F est linéaire. Premier point. Deuxième point, est-ce que
G rang F conserve aussi le produit scalaire. Eh bien, je vais voir. G rang F, encore, regardons si elle conserve la norme, c'est beaucoup plus simple. G rang F de U en norme, c'est égal à quoi? À G de F de U en norme. Maintenant, notre application G conserve la norme, parce que c'est une isométrie. Donc c'est norme de F de U. Aussi, F conserve la norme. Donc norme de F de U égale norme de U. Donc finalement, G rang F conserve la norme. Donc, puisqu'elle conserve la norme, c'est une isométrie. Donc finalement, G rang F, c'est une isométrie de R2. Donc appartenant au 2 à O de R2. Hein? Donc vous voyez à O2 de R2. Donc vous voyez ici que on note aussi O2 de R. Hein? Bon, ce n'est pas la peine de mettre ici. Quand on met 2 ici, pas la peine de le mettre ici. Hein? La notation est largement suffisante comme ça. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a justement la proposition qui dit que si F et G appartiennent à O2 de R, c'est-à-dire si F et G sont deux isométries vectorielles de V égale à R2, alors leur composé est aussi une isométrie vectorielle. Et c'est ce qu'on vient de montrer. Aussi que l'identité est une isométrie, mais bien sûr, parce que l'identité de U en norme, c'est la norme de U, ça conserve bien la norme, donc c'est une isométrie. Et aussi que si F est une isométrie, F-1 l'est encore. Et là, c'est quelque chose qui se fait facilement, parce que si F est une isométrie, donc F de U égale F de U en norme égale norme de U. Mais là, je peux écrire que c'est F de F-1 de U en norme, comme ça. Hein? Mais comme F conserve la norme, c'est norme de F-1 de U. Et donc, finalement, j'ai montré que F-1 de U en norme égale norme de U. Donc, finalement, F-1 conserve la norme. Donc, c'est une isométrie. Donc, vous voyez bien que... Alors, qu'est-ce que ça fait que ces trois propriétés-là? Ces trois propriétés, ça prouve que l'ensemble des rotations vectorielles de R2, ça prouve que notre ensemble O2 de R, tout d'abord, O2 de R, ça nous prouve que O2 de R est un groupe. O2 de R muni de la composition des applications est un groupe. Ça d'une part. Et d'autre part, que l'ensemble des rotations vectorielles, c'est-à-dire ceux qui ont un déterminant positif, est un sous-groupe de... Alors, pourquoi c'est un sous-groupe? Parce que justement parce que quand vous prenez deux éléments F et G de O2 plus de R, leur composé est encore élément de O2 de R, et aussi parce que quand vous prenez F, son inverse est aussi un élément de O2 de R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que F, si vous avez F et G, deux éléments de O2 plus de R, alors leur composé reste dans O2 plus de R, ça d'une part, et que F-1 appartient à O2 plus de R. Vous remarquez aussi que l'identité de R2 appartient à O2 plus de R. Hein? Donc, ce qui fait que O2 plus de R est bien un sous-groupe, hein? Je le répète encore, O2 plus de R est un sous-groupe de O2 de R. Voilà. Bien.
Alors, remarque, soit f appartenant à O2 de plus, tel que f carré égale l'identité, alors dans ce cas-là, f égale à l'identité ou f égale moins l'identité. Exemple, f appartenant à L de R2 défini par f de i égale racine de 2 sur 2i plus racine de 2 sur 2j, et f de j égale moins racine de 2 sur 2i plus racine de 2 sur 2j, est une rotation vectorielle, comme on peut les vérifier facilement. D'ailleurs, on n'a qu'à vérifier que f de i et f de j est une base orthonormée. Autre chose, changement de base. Ici, comme en algèbre linéaire, on va montrer si on effectue un changement de base, c'est-à-dire on prend une base orthonormée et une autre base orthonormée, quelle est la relation, comment va se comporter la matrice de l'isométrie. Alors voilà, je prends IJ, la base de départ, comme étant la base canonique, et je prends UV, une base orthonormée de R2, et soit F appartenant à L de R2, tel que F de I égale à U et F de J égale à V. Alors, je dirais que F, comme F est entièrement déterminé par le choix de base F de I et F de J, donc F est unique. Il existe F unique tel que F de I égale à U et F de J égale à V. Et ça, je vous rappelle qu'une application linéaire est entièrement déterminée par la donnée des images de vecteurs de base. Donc ici, je donne F par F de I égale à U et F de J égale à V. Bien sûr, UV est une base orthonormée qui a été donnée. Alors, définition, si F est positive, la base UV est dite directe. Si F est négative, la base UV est dite indirecte. Alors, le sens direct ou indirect est relatif à la base canonique, parce que le sens est toujours relatif à une chose. Alors là, le point par rapport à la chose par rapport à laquelle je considère que c'est positif ou négatif, c'est la base canonique. Et je dis la chose suivante, je rappelle la définition, si f est positif, autrement dit, l'application linéaire qui est définie par f de i égale à u et f de j égale à v, et si cette isométrie est positive, on dira que la base UV est directe. Et si F est négative, on dira que la base UV est indirecte. Vous savez qu'une isométrie est soit positive, soit négative, c'est-à-dire soit déterminant 1, soit déterminant moins 1. Si elle est déterminant 1, je dirais que la base UV est positive. Si elle est déterminant moins 1, je dirais que la base est négative. Donc, bien sûr, je précise encore une fois que le sens direct ou indirect est relatif à la base canonique parce que je considère par rapport à la première base, je la prends la base IJ qui est la base canonique. Bien. Alors, on a un théorème, toute rotation vectorielle admet la même matrice dans toute base orthonormée directe. Et c'est ça que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un effet de changement de base orthonormée sur une rotation vectorielle est sans effet. Quand on considère une rotation vectorielle, sa matrice par rapport à n'importe quelle base orthonormée, mais bien sûr directe. Alors, direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est positif par rapport à la base canonique. Hein? Direct, ça veut dire ça. Alors, ça veut dire que le choix de base, il n'altère un choix de base orthonormé, il n'altère la matrice de la rotation f que si la base est directe ou indirecte. Alors aussi, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si R est un élément, est une rotation vectorielle, c'est-à-dire un élément de O2 plus de R, la matrice de A par rapport de R par rapport à une base IJ est toujours de la forme AB moins BA, et surtout que les réels A et B ne dépendent que de R et non de la base orthonormée directe choisie. Et je précise bien, il n'y a pas changement de matrice quand on ne change pas une base orthonormée en une base orthonormée qui n'est pas directe. Si la base est encore directe, il n'y a pas de changement de matrice. Donc, la matrice ne change pas si on passe d'une base orthonormée à une autre base orthonormée directe, c'est-à-dire qui admet le même sens que la base orthonormée de départ. Donc, les réels A et B qui ne vont pas dépendre du choix de la base orthonormée directe choisie, ils vont dépendre simplement de R, ce qui permet de les utiliser comme des invariants de la rotation, comme on va le voir par la suite. Alors, angle de vecteur. Maintenant, on va noter en note grand N l'ensemble des couples de vecteurs UU' de R2 qui sont unitaires, c'est-à-dire norme de U égale norme de U' égale à 1. Et on a un théorème qui dit que quel que soit UE' élément de N, c'est-à-dire quel que soit UE' de vecteur de R2 de unitaire, il existe une seule rotation vectorielle qui transforme U en U'. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, si vous avez un vecteur U comme ça, si vous avez un autre vecteur U',
mais toujours unitaire, hein, condition nécessaire, égale à 1, alors il existe une seule rotation qui transforme U en U', si vous voulez. Hein. C'est ça ce que ça veut dire. Il existe une rotation unique telle que R de U égale U1, E'. Voilà. Bien. Alors, théorème. La relation R définie sur n croix n par U' est en relation avec VV', si seulement si il existe R, rotation vectorielle de R2, c'est-à-dire élément de O2 plus de R, tel que U' égale à RU et V' égale à RV. Alors cette relation-là est une relation qui est réflexive, c'est-à-dire tout couple est en relation avec lui-même. Symétrique, ça veut dire que si UU' est en relation avec VV', alors VV' est en relation avec UU'. Et transitive, ça veut dire que si UU' est en relation avec VV' et VV' est en relation avec WW', alors UU' est en relation avec WW'. Alors, ce qu'on appelle, c'est une relation d'équivalence parce qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. La vérification de ces propriétés est immédiate, je vous laisse le soin de le faire. Alors, la classe d'équivalence d'un couple UU' avec U égale, avec norme de U égale norme de U' égale à 1 est appelée angle UU'. Donc voilà la définition que je peux donner, une définition théorique de l'angle. Voilà, je crois qu'il est clair parce qu'elle émane de propriétés de définition claire. Alors on le note tout simplement UU' comme ça. Hein. L'angle, on note l'angle de U', ben on écrit le couple et on met un chapeau comme ça pour dire l'angle. Aussi, l'ensemble des angles de couple de vecteurs unitaires de V égale R2 est noté A comme ça. Hein? A comme ça. C'est l'ensemble des angles. À la rotation R, à la rotation vectorielle R, appartenant à O2 plus de R, c'est-à-dire à une isométrie positive, correspond l'angle RU avec U de norme 1. L'angle UE' correspondant à la rotation R de O2 plus R, tel que U' égale à RU. Alors, je précise, à une rotation R, on lui associe un angle, qui est l'angle URU, comme ça, et à un angle UE', on lui correspond la rotation R qui est définie par U' égale à RU. L'angle θ égale à U, RU tel que U égale à 1, est appelé l'angle de la rotation R. Et bien sûr, comme propriété, on a, si V égale à R2, il J la base canonique de R2, bien sûr, pour tout angle θ appartenant à A, il existe I', tel que I' égale à 1 unique, tel que θ égale à I, tel que θ égale l'angle I', hein, tel que θ égale l'angle, alors θ égale l'angle I', comme ça, et je fais un chapeau. Bien. Alors, comme exemple, soit f appartenant à L de R3 défini par, alors f de x, y égale 4 cinquièmes de x moins 3 cinquièmes de y, 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y. Alors, je vous propose de montrer que f est une rotation et calculer l'angle de f. Donc, calculer l'angle de f après avoir montré que f est une rotation.